Bonjour Marie-Laure et merci d'être avec nous. Donc effectivement, je voulais revenir avec vous sur la notion de télésanté qu'on va peut-être définir, parce qu'on en entend de plus en plus parler, mais finalement, dans le quotidien des Français, elle émerge. La télésanté combine donc la télémédecine et le télésoin. Le télésoin regroupe lui-même 5 types d'actes qui sont donc la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la régulation médicale et la téléassistance. Maintenant qu'on a dit tout ça, le LET, l'association Les entreprises de télémédecine que vous vice-présidez, a annoncé à la fin de l'année un nouveau virage en s'ouvrant aux entreprises de téléexpertise et de télésurveillance. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que 2022 sera l'année de la télésanté au global? Est-ce que ça va s'intégrer dans nos parcours de soins et dans notre quotidien? Bonjour et merci pour votre invitation et votre question, elle est extrêmement d'actualité en fait. On parlait tout à l'heure de l'importance des parcours de soins, chacun d'entre nous, et en fait la télésanté permet de véhiculer toutes ces technologies au sein des parcours de santé. Donc oui, c'est forcément l'année et les années parce que tout ne se fait pas en 2 minutes. Et donc c'est évidemment l'analyse qu'on a faite au niveau des entreprises de télémédecine, c'est que les bénéfices de ces usages de la santé digitale dans les parcours des patients passe forcément par la télésanté, c'est-à-dire c'est pas je fais une téléconsultation, mon médecin fait une téléexpertise avec un spécialiste, puis de temps en temps j'ai du suivi sur ma patho parce que je suis chronique, tout ça on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important c'est le parcours de bout en bout pour le patient, d'où l'intérêt vraiment d'avoir une vision très parcours et très télésanté, aussi bien au niveau du LET que clairement dans la manière dont on implémente nos solutions. La deuxième raison pour laquelle au niveau du LET on a souhaité intégrer. C'est vrai qu'historiquement, on était essentiellement des acteurs de téléconsultation, puisque c'était un petit peu le nerf des combats, on va dire, avant la crise pandémique, et l'un des premiers actes de télémédecine à avoir reçu une cotation. Pourquoi on a aussi voulu ça? C'est qu'en fait, les entreprises de télésanté rencontrent toutes les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a une vraie problématique de création de filières, puisque nous sommes tous des entreprises jeunes, pour beaucoup en forte croissance, mais encore des petites entreprises. C'est un marché extrêmement morcelé. Et par ailleurs, on a une double caractéristique par rapport notamment à des éditeurs, par exemple, qui peuvent intervenir aussi sur le sujet de la télésanté. Mais les entreprises de télésanté ont une double casquette tech et médicale. Quasiment, ce que disait le professeur Denis tout à l'heure, quasiment toutes les startups de télésanté soit ont un cofondateur qui est lui-même médecin ou paramède, soit une direction médicale extrêmement établie et structurée. Et donc, en fait, ça fait qu'on a des spécificités. Et donc, avec les pouvoirs publics, on s'est dit face à cette pléthore d'acteurs, il y a plus de 400 sociétés de télésanté en France. On voyait tout à l'heure la cartographie sur l'intelligence artificielle. En télésanté, c'est encore plus compliqué de se repérer. Et donc, ça fait sens aujourd'hui, si la France veut devenir vraiment un leader en santé numérique, de structurer la filière de télésanté, histoire de créer vraiment une synergie et un déploiement massif de ces entreprises qui portent tous les usages derrière dans les parcours de soins de ces technologies au service aussi bien des patients, dont on a beaucoup parlé et j'en suis très heureuse, mais aussi des pros de santé. Parce que quand vous êtes pro de santé, vous ne dites pas, alors là, ce que je suis en train de faire, donc là c'est une téléexpertise, là, ah bah oui, mais non, mais là c'est de la télésurveillance, et donc il faut absolument voir les choses de bout en bout dans les parcours. Et donc cette vision-là de désilotage, elle est extrêmement essentielle dans le numérique en santé, qu'on ne reproduise pas les silos qu'on a dans les parcours de santé physiques et présentiels, et qu'on ait vraiment une perspective et une vision qui soit désilotée avec tous les usages possibles. Donc ça, c'est très important. Et après, si je prends ma casquette Medocteurs, c'est clairement la vision que nous portons chez Medocteurs depuis le début, au départ acteur de téléconsultation dans 2015-2018. Aujourd'hui, nous lançons là sur le marché, on met en production une plateforme télésanté multiservice qui permettent du coup, dans des parcours homogènes et harmonieux, pour le patient d'avoir l'ensemble de ces éléments de parcours de santé et donc d'intégrer notamment les objets connectés, les services de son assurance santé, le parcours de soins avec son médecin traitant, avec les médecins spécialistes qui le suivent et aussi avec les offres qu'il a dans son territoire, puisque les territoires aujourd'hui sont pourvoyeurs de services aussi sur l'accompagnement des parcours.
la même vision côté professionnel de santé, la capacité au sein du même environnement de pouvoir utiliser des services d'agenda en ligne, de téléconsultation, de téléexpertise et de télésurveillance et de l'intégrer dans sa pratique sans que ça devienne compliqué. En fait, c'est une manière de faciliter aussi les usages pour les pros de santé. Et donc cette plateforme, elle est vraiment multidimensionnelle, les patients, les pros de santé, mais aussi les autres acteurs, parce que contribuent au parcours de santé des Français, les assurances santé, l'industrie pharma et autres. Et donc aujourd'hui, le patient, il a tout un tas de choses qui lui favorisent son parcours de soins, mais c'est complètement morcelé. Donc voilà pourquoi aussi au niveau de MedDoctor, là on a fait un énorme pas en avant, et l'année 2020 on avait dit qu'elle était compliquée, on s'en était parlé, mais l'année 2021 elle a été compliquée également, puisque l'idée c'était vraiment de rassembler ces assets, parce que la question de je suis dans tel acte ou tel autre acte, finalement on s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'apporter les bénéfices dans les parcours, aussi bien pour les pros de santé que les patients évidemment, et les financeurs aussi puissent du coup arriver avec leurs services additionnels au bon moment. Parce qu'on voit bien que les assureurs santé ont développé pléthore de services en s'appuyant sur des technologies avancées pour beaucoup d'entre elles, notamment les symptômes checkers et autres. Mais si ça n'arrive pas au bon moment dans le parcours de leurs patients, ça ne sert à rien en vrai, c'est pas utilisé. Donc voilà l'ambition qu'on porte aussi au niveau de MedDoctor. Alors, il y a un point qui m'a interpellée dans votre propos. Vous avez parlé de 400 acteurs dans l'écosystème de la télésanté, 400 acteurs sur le marché. Comment on fait fonctionner un marché avec 400 acteurs qui proposent donc pas tous des mêmes solutions, mais qui en tout cas vont dans le même sens? Est-ce que c'est viable? Alors, c'est bien justement une vraie problématique qu'on partage avec les pouvoirs publics et avec Bercy, plus précisément, il faut structurer cette filière. C'est important, si on veut vraiment être puissant au niveau national, il faut que cette filière elle soit structurée et que chacun rentre dans une dynamique commune et qu'on ne se marche pas sur les pieds, que chacun trouve sa position. Et après, on a aussi une problématique qui est de fléchage aussi des financements. On parle beaucoup du Ségur. Le Ségur profite essentiellement aux éditeurs de logiciels aujourd'hui, ne va pas sur l'innovation des entreprises de télésanté. Donc, si on arrive à structurer une filière aussi avec les pouvoirs publics, peut-être qu'on arrivera davantage aussi à flécher des financements vers ces jeunes pousses qui portent les services de santé et les parcours de santé en télésanté. Merci. Très bien, merci Marie-Laure. Alors Philippe Emery, vous êtes donc, je le rappelle, donc président d'Abbott France. On a vu le CEO Robert Ford s'exprimer lors de cette keynote. Alors Gary Shapiro, qui est le président du CES, a annoncé que c'était la première fois qu'une entreprise de santé prenait la parole dans une keynote introductive du CES. Ça a été rappelé également sur ce lien entre les technologies médicales et celles des technologies numériques qu'on vient de décrire. Alors concrètement, quelle est votre vision par rapport à ce qui est dit par Marie-Laure Saillard sur les outils de télémédecine, la télésanté, vous en tant qu'acteur? Bonjour à tous, merci de votre accueil. Alors c'est sûr que pour Abbott, c'est une belle reconnaissance pour les équipes, ces awards du CES de Las Vegas. Abbott, c'est plus de 130 années d'expérience, d'histoire, une société qui a su se renouveler et qui est animée donc par l'innovation. Bien sûr, le CES de Las Vegas, c'est l'électronique grand public, c'est la tech. Nous avons une tradition d'innovation dans les dispositifs médicaux et on le voit, il est absolument nécessaire d'avoir une convergence, bien évidemment, et d'utiliser la tech grand public pour, bien sûr, développer des dispositifs toujours plus innovants. Et cette innovation, elle est drivée avant tout par la nécessité d'apporter aux patients une meilleure qualité de vie et de faire en sorte que la relation entre le patient et le professionnel de santé soit fluidifiée et est une valeur, je dirais, est une valeur, si vous voulez, pour travailler sur l'interface. Les dispositifs médicaux donnent des éléments cliniques, apportent des mesures, et notre savoir-faire, c'est bien sûr de gérer ces informations, de les traiter à distance, soit pour faciliter la lecture ou faciliter l'usage, comme dans le diabète, par exemple, ou soit pour apporter des informations directement aux professionnels de santé pour des alertes de sécurité, comme en cardiologie.
Alors peut-être, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure Philippe, on essaie dans cette émission d'apporter des éléments très concrets, des applications concrètes comme vient de le décrire Damien. Donc quand on parle de pathologie, là vous avez parlé du diabète, concrètement voilà, les outils qui demain ou peut-être même déjà aujourd'hui peuvent être utilisés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors on parlait tout à l'heure de télémédecine. Je crois qu'il faut être très concret au niveau du public pour en favoriser l'adoption et être relativement simple et toujours apporter beaucoup de pédagogie. Donc au niveau de la télémédecine, si on prend par exemple le diabète est une pathologie chronique. Le patient est acteur de sa maladie. Il doit s'auto-contrôler. Et donc, quand on regarde la télésurveillance dans le diabète, ça ne s'adresse pas à tous les patients. Le patient doit être volontaire. Et la télésurveillance dans le diabète permet aux médecins d'être informés de la façon dont le patient gère son autocontrôle, son autotraitement. Et donc, ça permet aux médecins, si vous voulez, d'avoir un dialogue avec son patient à la bonne mesure. Vous avez des patients qui répondent très bien, et peut-être qu'on peut éventuellement faire sauter des consultations pour ces patients. Et puis, vous avez des patients qui répondent moins bien et qui ont besoin d'avoir une prise en charge beaucoup plus fréquente, d'avoir des conseils, d'avoir un retour sur son niveau de connaissance. Donc, ça sert à ça, la télésurveillance dans le diabète, et nous y sommes présents au travers d'étapes depuis le début. Si nous parlions par exemple de cardiologie sur les prothèses implantables, nous avons été par exemple les premiers. Alors donc les patients avaient été suivis par des moniteurs présents dans leur chambre la nuit. On a été les premiers par exemple à développer une connexion Bluetooth. Ça paraît tout simple. Mais aujourd'hui, vous avez 95% des patients équipés de défibrillateurs qui sont en contact avec leur cardiologue. Sur les pacemakers, vous avez 50% des patients. Donc là aussi, c'est très différent du diabète. Si le diabète, c'est du coaching, là, sur les prothèses implantées, c'est vraiment de la sécurité. C'est même la survie du patient dans un certain nombre de cas. Et ça permet donc ces technologies d'apporter de la liberté. Le patient donc est contrôlé et télésurveillé à n'importe quel endroit où il se trouve. Donc ça lui apporte de la liberté et du confort et de la sérénité. Enfin, des tendances de fond. Donc, pour le traitement des maladies chroniques, par exemple, et pour les maladies de Parkinson, eh bien, nous avons développé un système qui s'appelle Neurosphère et qui complète au niveau de la télémédecine un acte supplémentaire qui est le téléparamétrage. C'est-à-dire que le patient est implanté dans un centre spécifique. D'ailleurs, ils sont assez peu nombreux. Et le médecin peut téléparamétrer à distance le dispositif qui a été implanté. Donc c'est une grande première, c'est un nouveau développement. Et on voit donc qu'il faut, dans ce concept de télémédecine, garder toute la rigidité nécessaire. Et peut-être, comme vous dites, des nouveaux actes qui pourraient compléter en fait cette pratique. Exactement. Et là, c'est la technologie qui l'influence en fait. C'est la technologie qui influence exactement et qui apporte des nouveaux actes. Très bien. Merci. Alors, Fabrice, est-ce que ces innovations présentées par Abbott, mais aussi la démarche autour de la télésanté, est-ce que ce sont des pratiques que vous avez aujourd'hui? Je sais que vous avez forcément été un gros utilisateur de ces solutions l'an dernier, mais quel regard vous portez? Moi, c'est un petit peu biaisé, effectivement, parce que et travaillant sur le sujet depuis plusieurs années, ce n'est pas forcément encore significatif en termes de déploiement potentiel. En fait, les technologies, on les a. Mais les déploiements, l'utilisation sur le terrain, sur les territoires, c'est la prochaine étape. La première étape, on va sûrement en reparler avec le Covid, hein, ça a été de vérifier que les patients et même les citoyens comme les médecins s'approprient ce type d'outils. Ce n'était pas du tout gagné il y a encore 2 ans, hein, quand on sortait une application de e-santé.
et qu'on avait 500 utilisateurs, c'était déjà bien. Mais les choses ont changé avec le Covid. Donc, concernant la téléconsultation, les médecins qui n'en pratiquaient pas, on avait fait des projections avant le Covid en se disant que pour atteindre 10 ou 15 millions de téléconsultations, il faudrait 10 ou 15 ans. Et finalement, ça a été obtenu en 3 mois. Il a fallu effectivement ce coup d'accélérateur pour faire prendre conscience de l'utilité directe. La e-santé, en fait, elle ne peut être déployée et utilisée que si le patient ou le médecin y voit une utilité directe. S'il n'y a pas un bénéfice, qu'on appelle un bénéfice direct, avec ce type d'outil, ça va être très compliqué. Alors l'avantage que l'on a maintenant, c'est que, accompagné notamment par les sociétés savantes, diabétologie y compris, ce bénéfice, il est évalué. Et puis, s'il est obtenu, on arrive à des remboursements. Mais après cette étape d'évaluation, il y a le remboursement. Et ce remboursement, jusqu'à présent, c'était compliqué de l'obtenir parce que c'est le meilleur modèle économique en théorie. En tout cas, c'est le plus visible. Mais pour l'obtenir, il fallait que tous ces outils aient fait leurs preuves avec des niveaux de preuve requis qui sont ceux des médicaments. Et les niveaux de preuve pour être remboursés pour un médicament, ce n'est pas d'améliorer la qualité de vie. Aucun médicament quasiment n'a de remboursement pour une amélioration de la qualité de vie. Donc il a fallu recréer, et ce sont des travaux qu'on a conduits il y a encore très peu de temps dans le cadre de ce qu'on appelait les ateliers de J1, qui visaient à faire des recommandations pour élargir les critères d'évaluation en vue d'un remboursement et sortir de l'essai randomisé, multicentrique, la méta-analyse, etc., pour aller vers des choses beaucoup plus rapides, à évaluation quasiment en temps réel, basée sur les données de santé. Et on espère que ce type d'approche, et c'est déjà le cas, hein, la Haute Autorité de Santé s'est très vite approprié ce type de travaux, que finalement ces critères d'évaluation soient plus faciles à obtenir au travers d'accès à des évaluations précoces, accès aux phases précoces, de remboursement, des études en vie réelle qui sont de plus en plus finalement acceptables et par les médecins et par les sociétés savantes, mais c'est récent, hein, ça. Hein. Les études en vie réelle ont considéré que c'était des niveaux de preuve totalement insuffisants. Eh bien, dans les recommandations européennes en télésurveillance qu'on produit, clairement, on indique que ces études en vie réelle sont un complément majeur dans l'évaluation et la poursuite de l'évaluation dans la vraie vie, parce que les biais qu'on a dans l'évaluation clinique des médicaments, dans les essais cliniques, où finalement, comme on dit, on prend que les champions du monde hein, dans les inclusions des études, hein, et bien finalement, on les retrouve aussi en e-santé. Si on fait un essai randomisé qu'avec des patients qui sont, entre guillemets, connectés, geeks, jeunes, etc., est-ce qu'on aura la même transposabilité en vie réelle après? C'est tout l'enjeu de ces études en vie réelle et de ces évaluations en vie réelle. Et donc, on a maintenant la panoplie méthodologique pour dire, ben voilà, j'ai démontré sur une première cohorte le bénéfice potentiel de ma solution sur des critères moins durs que la survie, mais tout aussi importants, ça peut être la gravité d'une maladie. Maintenant, j'ai la possibilité de faire une évaluation sur données de santé avec des critères méthodologiques, on connaît les biais, pour accéder plus rapidement à un remboursement. Mais ça ne suffit pas, il faut ensuite l'étape, on en a parlé, des actes. Si vous n'avez pas d'acte associé à une technologie, en gros, si vous ne financez pas l'établissement ou le médecin ou l'infirmière qui va utiliser ou prescrire ce type d'outil, ça ne marchera encore pas. Donc, ces étapes arrivent les unes après les autres. Il y a effectivement à la PLFSS 2022 des actes de télésurveillance qui ont été votés. C'est un pas énorme. J'étais encore en visio avec mes camarades experts du groupe de télésurveillance internationale. Ils nous envient énormément, y compris aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas d'acte. Et ça plante la télésurveillance parce que pour l'instant, il n'y a pas d'acte. Alors que nous, quand on annonce qu'on sort des actes de télésurveillance pour financer l'infirmière de coordination, etc., ils nous disent, ben voilà, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc là, on a l'occasion, et ça a été très bien vu par les autorités de santé, d'être leader en ouvrant la capacité de remboursement à plusieurs applications avec quand même des critères intéressants, importants, et en associant des actes. Et là, normalement, on aura au moins sur le plan expérimental la vision de ce qui peut se passer lorsque toutes les conditions semblent réunies. La preuve clinique, le remboursement et les actes associés. Merci Fabrice pour ce regard important sur ces innovations. Vassigna. Oui, moi j'ai une dernière question pour vous, Philippe Emery. À la lumière de tous les éléments qu'on vient d'exposer autour de la télésanté, on a l'impression très claire, en tout cas,
que les progrès semblent indéniables pour le patient, qu'un retour en arrière est absolument impossible. Mais est-ce que, d'après vous, votre regard d'industriel, les freins au déploiement aujourd'hui sont levés ou pas? Ou justement, vous essayez aussi d'y contribuer? Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Là aussi, il faut être très très concret. Il existe une fracture au numérique. D'abord, il existe une fracture au numérique. Je suis désolé, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas télécharger une application sur un smartphone. Ça paraît peut-être très simple pour les personnes qui sont initiées, mais si on n'a pas des démonstrations, si on n'a pas des explications, des formations, etc., on n'y arrivera pas, parce que ça passe par là, l'accès au digital. Ensuite, vous avez le cadre. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance en France. On est très envié dans les pays européens. La téléconsultation, la crise sanitaire, ça a marché. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays où ça n'existait pas, il y a encore 2 ans. La télésurveillance, c'est pareil. On a un cadre. Il y a eu le pilote étape. Ça rentre dans le droit commun. Donc on attend, c'est vrai, les conclusions dans les prochaines semaines. J'ai juste peut-être un message ici à faire passer, c'est qu'il faut un cadre qui soit agile et un cadre qui correspond à la réalité. Les actes sont très importants pour la reconnaissance et pour la survie économique, mais on ne peut pas appliquer le même cadre de manière standard à une pathologie comme le diabète ou comme la cardio, parce que les patients éligibles ne sont pas... la population éligible n'est pas la même. Le degré, si vous voulez, de sévérité n'est pas le même non plus. Donc je crois que c'est important. Et l'autre point aussi, c'est, encore une fois, la pédagogie. Il faut encourager les patients, mais encore une fois, il faut que le bénéfice soit montré, soit réel et soit compris. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et je rejoins aussi, c'est vrai que les objets connectés en santé ont complètement bouleversé les méthodes d'évaluation. Et il est vrai que les données de vraie vie doivent être prises absolument en compte à un degré très élevé, parce que finalement, c'est la vraie performance des dispositifs qui sont utilisés par les patients et les professionnels de santé. Bien plus que dans un essai randomisé sur une petite cohorte pendant 6 mois. Ouais. Merci, et on va reparler de toute façon tout à l'heure des données en vie réelle, oui, qui représentent un véritable enjeu pour les acteurs industriels de santé. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Marie-Laure, une dernière question peut-être d'ouverture également en votre poste de vice-présidente du LET. Donc, comme l'a dit Philippe Emery, il y a des conditions qui sont bonnes aujourd'hui pour pouvoir se développer. Il y a encore des éléments à développer. Donc, c'est quoi les prochaines grandes étapes de l'écosystème de la télésanté que vous représentez? Alors, effectivement, il y a des freins qui sont levés, il y a une méthodologie. Effectivement, aussi, il faut un cadre plus agile qui s'adapte, qui ne soit pas normé en fonction des pathologies. Moi, j'ajouterais une autre dimension, ce qui est celle aussi des territoires. Parce que l'accès aux soins dépend vraiment de la fracture numérique, si on veut utiliser évidemment les outils de santé numérique, mais dépendent aussi complètement de la démographie médicale sur les territoires et paramédicales. Et donc, fixer des règles, avec un processus très long par ailleurs, mais fixer des règles homogènes, unanimes, qui doivent s'appliquer partout sur l'ensemble des territoires, sachant que les problématiques d'accès aux soins, qui est un droit du citoyen français d'accéder aux soins, n'ont rien à voir en fonction des territoires. Et je vais arrêter. Enfin, tout le monde parle de la Creuse tout le temps. D'ailleurs, notre président était dans la Creuse. Ça arrive aussi en région parisienne de ne pas avoir accès à des médecins. Donc, moi, je crois, par pragmatisme, et vous êtes le fervent défenseur du pragmatisme côté patient, je pense aussi côté des règles qu'on se donne, avoir aussi ce pragmatisme de toujours avoir en tête le bénéfice dont vous parliez, professeur Denis, mais aussi la finalité. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Si on veut réduire le renoncement aux soins, ce n'est pas la même réponse en fonction de la pathologie, des caractéristiques du patient, mais aussi de l'offre. Et donc, moi, je pense qu'on oublie souvent quelque chose, et je vais répondre à votre question, Jérôme. On oublie aussi quelque chose, c'est que tout ça, ça doit s'intégrer dans des parcours de santé. Je dis santé large de manière exprès. Et donc, on parle beaucoup de technologie.
On parle beaucoup d'actes qui permettent effectivement d'avoir des financements, pas partout, pas sur tout, mais en tout cas ce processus-là. On ne parle jamais d'organisation. La révolution, elle est organisationnelle. Enfin, vraiment, c'est quelque chose aussi bien avec ma casquette LED que mes docteurs auxquels je crois beaucoup, c'est que évidemment qu'il faut démontrer le bénéfice pour utiliser, mais il faut aussi que les coordinations entre les acteurs soient établies. À quoi ça sert de mettre en place de la télésurveillance si on n'a pas l'organisation sous-jacente pour ça? C'est le déficient même de l'e-santé, hein, c'est l'organisation et les technologies. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on attend dans les prochaines étapes? C'est quoi? C'est qu'il y ait quelques priorités qui soient données, qu'on mette la gomme aussi, on l'a mis sur ma santé numérique, enfin mon espace santé, sur les piliers de la maison et autres, sur les aspects technologiques, sécurité et autres, mais on ne sent pas, en tout cas, au niveau organisationnel, favorisation des pratiques collaboratives, délégation de tâches. On ne sent pas le même booster, pardonnez-moi de le dire, mais c'est la question que... Et donc pour nous, c'est quelque chose de très important, indépendamment de normer, de sécuriser, de donner confiance, de travailler énormément sur la formation, aussi bien des patients que des pros. Il faut aussi que ce soit plus facile, qu'on soit très incité à utiliser la collaboration des parcours de santé. Et c'est là qu'on va booster les usages de la télésanté. Parce que la télésanté, ça aide quoi? Ça aide la collaboration entre le patient et le pro de santé, ça aide la collaboration au sein d'une équipe soignante. Et donc ça, c'est hyper important. Et il me semble que les dimensions organisationnelles, on s'empêtre un peu parfois dedans. Il y a beaucoup d'acteurs, hein. En vrai, c'est pas simple. Et donc ce qu'on appelle de nos voeux, c'est aussi peut-être qu'on se fixe quelques priorités autour desquelles on pourrait mettre un peu d'énergie dans le même sens. On a la technologie, on a les sachants, on a des équipes soignantes qui ont envie de le faire. Mettons un petit coup de boost aussi sur l'organisation, sur ces sujets-là, et du coup, on pourra aller beaucoup plus largement, parce qu'on parle encore beaucoup d'expérimentation. Pardon, oui, on a de la chance, mais c'est long. Les patients, ils sont tout à fait d'accord pour utiliser les usages. Donc voilà. Et donc après, sur les deux, évidemment que l'année 2022 sera l'année de la télésurveillance. Évidemment, l'entrée dans le droit commun, on l'attend tous depuis extrêmement longtemps. Et après, tout ce qu'on a vu au CES et que vous nous présentiez, on n'a même plus besoin d'objets connectés maintenant avec les nouvelles technologies, c'est qu'à travers le smartphone, voilà, on va pouvoir pousser des données, faire des analyses en temps réel. Et donc ça, pour les usages de la télésanté, c'est aussi extraordinaire parce que ça va simplifier énormément la mise en pratique. Très bien. Marie-Laure Saillard, merci pour ce regard. Fabrice, on vous garde pour la suite de la deuxième partie de ce temps fort. Philippe Ebry, merci de votre présence. Et également Damien, donc, on pourra se connecter après la conférence sur le site pour avoir donc cette synthèse.